Au cœur du livre, Armand Bérard. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle saison de votre émission Au cœur du livre. Et pour ouvrir cette nouvelle année littéraire, je reçois aujourd'hui un homme aussi atypique qu'attachant que l'on peut croiser à l'occasion au détour d'un chemin creux, coiffé de son chapeau à balai et de son bâton de marche. J'accueille Marc Deborde qui vient de publier un livre Histoire de loup et autres contes. Bonjour Marc. Bonjour. Alors vous habitez depuis peu tout près de Saint-Mémin, donc à la frontière des Deux-Sèvres, et vous n'êtes pas originaire de Vendée, puisque vous venez de Champagne. Vous avez longtemps vécu en Normandie, puis en Guadeloupe. Oui, je suis champenois, donc troyen d'origine. J'ai vécu une trentaine d'années dans la région troyenne, et pour des besoins professionnels, je me suis exilé un petit peu plus loin, en Normandie, où j'ai passé une vingtaine d'années. Et puis, je me suis retrouvé en Guadeloupe pendant 6 ans. Et je suis revenu en Normandie pour refaire un petit passage par la Bretagne et pour arriver en Vendée. Mais il faut dire qu'aussi, la Vendée n'est pas inconnue pour moi, puisque j'ai, du côté paternel, j'ai des sources très anciennes qui sont vendéennes. Elles sont essentiellement sur la Vendée et les Deux-Sèvres. D'accord, donc c'était un retour aux sources en fait. Oui, un peu par hasard. En fait, c'est un petit peu bizarre puisque j'avais pas du tout l'intention, comme ça, c'est de venir m'installer en Vendée. Et puis mon épouse, Lydie, avait décidé d'être bénévole au Puy du Fou. Et c'est comme ça que ça s'est fait. En fait, on a bougé beaucoup, on est un petit peu nomade, même beaucoup, puisqu'on en est, je crois, à notre 25e déménagement. Mais ça se fait comme ça, sur un coup de tête, d'un seul coup, on décide, on change de vie. C'est un peu dans mon caractère. Et on s'adapte très facilement, sans problème. Alors Marc Deborde, il est assez difficile de vous mettre dans une case, puisque vos activités ont été nombreuses tout au long de votre vie professionnelle. Vous avez été tour à tour ouvrier d'usine, bûcheron, jardinier, guide touristique, enseignant ou agent immobilier. En fait, vous vous définissez comme un passionné d'histoire, de patrimoine, un curieux de la vie et un explorateur des possibles. Oui, en fait, j'ai toujours suivi mes passions et je suis jamais rentré vraiment dans le moule, contrairement à mes frères et sœurs. J'ai côtoyé des universitaires, mais sans jamais fréquenter l'université. En fait, je suis autodidacte. J'ai même encadré des stages bâtiments sans avoir aucun diplôme dans ce domaine-là. Je suis un passionné, donc à partir du moment où je me passionne pour quelque chose, ça va très vite. Très vite. Quand je suis arrivé en Guadeloupe, je ne connaissais pas du tout la flore tropicale et je suis devenu un des spécialistes des orchidées tropicales en quelques mois de temps. En Guadeloupe, vous occupiez particulièrement des tortues de mer, en fait. Voilà, oui, j'ai une autre passion. Oui, là-bas, m'occupait de la protection des tortues marines et je passais pratiquement 6 à 8 mois de l'année, toutes mes nuits à la plage pour marquer les tortues, faire des prélèvements ADN, etc., etc. Alors le champ de vos centres d'intérêt est vraiment très vaste puisque vous vous intéressez aussi bien à l'agriculture biologique, à l'apiculture, au souterrain ou encore à l'archéologie. Vous êtes également sourcier et magnétiseur à vos heures. Oui, ça c'est un don qui me vient sans doute du côté maternel et qui s'est révélé sur le tard, vers l'âge de 40-45 ans. Là c'est pareil, je le fais par passion. J'en ai jamais fait mon gagne-pain. Voilà, c'est à l'occasion, quand j'ai envie de rendre service à quelqu'un. Et là dernièrement, je me suis aperçu que j'étais particulièrement efficace pour repérer les cavités souterraines, notamment les souterrains refuges, aussi tout ce qui était ruines, tout ce qui était sépulture. Voilà, donc je me suis un petit peu spécialisé dans ce domaine-là. Voilà, ça vient comme ça. Moi, je sais pas, je me passionne, les choses arrivent. Dans la vie, bien sûr, c'est des rêves d'enfant, tout ça, mais on ne sait jamais à quel moment on va les réaliser. Quand on veut faire quelque chose, on y arrive un jour ou l'autre. Ça peut mettre 6 mois, 1 an, 10 ans. Pour moi, l'écriture, c'est pareil. C'était un rêve et c'est arrivé à presque 70 ans. C'est pas grave. C'est un rêve qui se réalise. Alors, en effet, vous ajoutez encore une corde supplémentaire à votre arc par l'écriture, donc en publiant Histoire de loup et autres contes aux éditions Le Lys et le Lin, un livre de contes qui se compose de 14 contes, joliment illustrés d'ailleurs par Juliette Chaumazé, que nous connaissons désormais bien dans cette émission.
Ce livre s'adresse-t-il à tous les publics ou à un en particulier ? Oui, il y a aussi bien des contes de Noël, des contes pour enfants. Il y a des histoires qui ont une connotation guerre de Vendée, hein, évidemment, puisque là aussi c'est une de mes nouvelles passions, c'est la Vendée militaire, les guerres de Vendée. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est dans ce domaine-là, c'est la vie des gens simples, des paysans. J'ai une très mauvaise mémoire, donc les dates, tout ça, c'est quelque chose qui est un peu compliqué pour moi à enregistrer. J'ai plutôt une mémoire visuelle et ce qui m'intéressait, c'était la vie du petit peuple, hein, du simple paysan, et puis l'enfance aussi en général, hein, parce qu'il y a encore une certaine innocence, il y a une curiosité chez l'enfant que beaucoup d'adultes ont perdu. Voilà, c'est un peu ce qui m'a guidé pour écrire ce petit livre de contes et d'histoires. En fait, ce sont des choses, ce sont des histoires, ce sont des nouvelles à lire à la veillée, par exemple. Hein. C'est là qu'elles prennent toutes leurs dimensions. On va revenir sur cette notion de veillée. Alors pourquoi avoir choisi comme titre Histoire de loup ? Vous vous intéressez en particulier au loup ? Ben aussi, j'ai eu l'occasion de m'intéresser au loup. Bon, je m'intéresse à tout ce qui est nature, que ce soit l'apiculture, le monde des insectes, le monde des oiseaux, le monde des loups aussi en particulier, parce que c'est un animal qu'on connaît très peu. Et j'ai eu l'occasion de faire un jour une présentation, une visite guidée avec l'association de la Durbelière. Et je me suis intéressé au loup. Et c'est à l'occasion de cette visite que j'avais animée que l'idée m'est venue d'écrire un conte sur le loup. Donc ça a été mon premier conte que j'ai lu ce jour-là. Voilà comment ça s'est passé. C'est encore une de mes passions, le loup. Alors la 4e de couverture d'ailleurs de votre ouvrage fait un clin d'œil au loup avec on voit une branche d'arbre qui a vraiment la forme d'une tête de loup. En effet, le loup donc était particulièrement présent dans notre région en Vendée ou sur l'ensemble de la France, mais la toponymie quand même par ici montre qu'il y a beaucoup de noms en rapport avec le loup. Oui, et puis il y a des fosses à loups, hein, un peu partout. En fait, le bocage vendéen, c'était un refuge et puis un endroit où le loup pouvait se nourrir assez facilement. Hein. Il y a beaucoup de petits animaux. Et je crois que les derniers loups qui ont été vraiment aperçus en France au début du XXe siècle, c'est en Vendée ou dans les Deux-Sèvres. Hein. Et on assiste aujourd'hui à un retour du loup. Alors évidemment, ça n'arrange pas tout le monde, mais le loup revient petit à petit. En fait, ce sont des loups solitaires qui recherchent un territoire, parce qu'évidemment son territoire se rétrécit de plus en plus, et ces animaux-là sont capables de faire 60 km dans la nuit à la recherche d'un territoire. Donc ils sont très difficiles à approcher, mais on en voit, hein, c'est des loups qui viennent ou d'Europe de l'Est, ou d'Italie, par la montagne ou des Pyrénées. Donc je sais qu'on en a aperçu en Champagne près de chez moi tout dernièrement, et il est possible qu'on arrive à en voir dans les années qui viennent en Vendée, en Deux-Sèvres. Alors vous l'évoquiez, vous aviez organisé une journée particulièrement appréciée pour l'association de la Durbelière consacrée à la figure du loup. Donc c'était au printemps 2018. Et donc vous parliez de la fosse à loup tout à l'heure. C'est quelque chose qu'on trouve à la Durbelière ? Oui. En fait, c'était une excavation qui servait à... Alors, il y a différents systèmes hein, suivant les régions, mais qui servait à piéger les loups. Hein, ils pouvaient rentrer, mais pas sortir. On le piégeait avec des charognes, par exemple, ou des cadavres d'animaux. Et il était très facile, après, de les tuer, les éliminer sans grande difficulté, quoi. Et les fosses à loups, on en trouve... assez régulièrement dans la région. Nous allons, Marc Debord, si vous voulez bien, écouter votre coup de cœur musical.
Radio, la radio qui vous écoute. Nous écoutions la marche pour la cérémonie turque, tirée du Bourgeois gentilhomme de Jean-Baptiste Poquelin Molière, mise en musique par Jean-Baptiste Lully. Donc pourquoi avoir choisi cette musique assez emblématique de l'époque baroque? Vous avez aussi un goût pour tout ce qui est musique classique, musique ancienne, Marc? Oui, j'aime bien la musique classique, la musique sacrée, essentiellement. Bon, c'est pareil, hein. Dans ce domaine-là, j'ai des goûts assez éclectiques, hein, comme pour le reste, c'est toujours dans mon caractère. Mais voilà, en général, la musique, j'aime ou j'aime pas. Je la ressens ou je la ressens pas, quoi. Voilà, c'est tout. Et là, j'apprécie beaucoup ce type de musique. Alors comme vous le disiez, vous résidez en Vendée depuis très peu de temps, mais vous êtes quand même particulièrement actif dans le milieu associatif. Vous l'avez dit avec l'association La Gerbolière, et vous vous intéressez en fait à tout ce qui a trait au patrimoine, à l'histoire. Vous faites partie également on peut pas appeler ça une association, mais un groupe d'amis qui s'intéresse à l'histoire, particulièrement les guerres de Vendée, et qui va sur des lieux de mémoire de temps à autre. Oui, bien sûr, les amis du Pompaya, hein, pour ne pas les citer. En fait, c'est un groupe d'amis, hein, c'est pas une association, ce qui nous permet de rester complètement indépendants, et on n'a aucune obligation d'assister aux sorties, hein, en général. On se retrouve régulièrement, oui, dans les chemins creux, sur des lieux de massacre, évidemment, parce que les guerres de Vendée, ça n'a pas été quelque chose de toujours très sympathique. Et puis on essaye de maintenir, de faire vivre cette mémoire, parce que c'est quelque chose aussi qui disparaît de plus en plus. Et puis à l'issue justement de ces promenades dans le bocage vendéen, on organise, quand on le peut, des veillées. Alors c'est chez l'un, chez l'autre, hein, un tour de rôle, auprès de la cheminée, chacun amène à manger, à boire, hein. Bon, on est en Vendée, donc de toute façon, c'est essentiel. Hein. Et on se raconte des histoires. Voilà, et c'est quelque chose qu'on a à cœur, essentiellement pour la saison hivernale, de remettre en route, et parce que ça maintient un lien social, ça permet de décompresser, ça permet vraiment de se retrouver entre amis, de partager un certain nombre de choses. Et dans notre petit groupe, il y a des gens très différents qui viennent d'univers très différents, et c'est un moyen de se retrouver, encore une fois, de partager des choses, quoi. Donc la pratique des veillées, donc racontée pendant des siècles auprès de la cheminée, vous dites c'était un moyen pour le merveilleux de côtoyer le surnaturel, et donc aussi de pouvoir, j'ai envie de dire, combler le fossé entre les générations. C'est vrai qu'on dit souvent que maintenant les écrans viennent un petit peu séparer les différentes générations. Là, c'était un moyen finalement à des gens d'âges différents de se retrouver pour partager des valeurs communes. Bien sûr, hein, les enfants étaient toutes les veillées. On racontait non seulement les histoires, mais aussi tous les potins, hein, du coin. On commentait un peu l'actualité, mais voilà, c'était vraiment un partage familial. Autrefois, les gens s'occupaient pendant les veillées. Hein. On jouait aux cartes aussi, mais vous aviez les vanniers qui faisaient leur panier, les enfants ou les femmes qui écossaient les mogettes. En fait, le travail était permanent, mais ça se faisait dans la bonne humeur, et c'était un moment de sérénité, en fait. Hein. Juste avant d'aller se coucher, on partageait tout ce qu'on avait fait dans la journée, on se racontait les histoires, souvent les mêmes, qui revenaient tout le temps, mais qu'on les écoutait toujours avec le même plaisir. Et c'était vraiment un moment important dans la vie des gens, qui avaient une vie extrêmement dure, extrêmement pénible. Comme vous le dites justement, ces veillées avaient pour but d'alléger les cœurs et réconcilier les âmes. Tout à fait, ouais, c'est une expression que j'aime bien. Donc, lors de ces veillées, vous avez eu l'occasion de raconter des contes. Peut-être ce conte déjà, non? Vous ne l'avez pas encore Si, l'occasion de présenter. j'avais déjà lu quelques contes, oui, mais bon, c'était au début de mon écriture, là, puisque c'est tout à fait récent. Hein, et là, on va pouvoir repartir sur une saison de veillées. Et voilà, c'est quelque chose de très sympathique et très encourageant, très convivial. Voilà, c'est tout à fait dans l'esprit vendéen.
Donc après avoir beaucoup voyagé, comme vous nous l'avez dit, et que maintenant vous êtes en Vendée depuis quelques années, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir trouvé des racines qui sont quand même un petit peu les vôtres, comme vous le disiez, par votre histoire familiale, mais est-ce que vous avez l'impression d'avoir trouvé en Vendée quelque chose que vous n'avez pas trouvé ailleurs ? Oui, c'est certain. J'ai trouvé quand même une identité vendéenne qui a disparu, qu'on ne trouve plus, par exemple, en Champagne, alors que le folklore champenois, par exemple, était très riche, ou le folklore normand, mais c'est peut-être la proximité de la région parisienne qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Et en Vendée, j'ai retrouvé quand même cette identité vendéenne, un attachement profond à la terre, mais aussi à l'esprit de la Vendée. Bon, peut-être davantage chez les anciens, évidemment, mais l'objectif, c'est d'essayer que ce mouvement, cette chose se perpétue avec les jeunes. Donc, bon, un exemple, parce qu'on n'est pas du tout de la même génération, mais on partage les mêmes choses. Donc ça, c'est important. C'est important de garder cette mémoire, de conserver cette convivialité et ce plaisir de partager des choses ensemble, alors qu'aujourd'hui on est un monde où chacun se réfugie derrière son téléphone portable ou son écran, et où la communication n'est plus possible. On voit même dans un village, il n'y a plus de vie, le cœur du village a disparu, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus rien, les gens se disent à peine bonjour. Bon, ça c'est quelque chose qui doit manquer dans la vie des gens, c'est certain. Ils ont besoin de retrouver ce lien entre eux. C'est assez paradoxal puisqu'on est une époque qui prétend être le temps de la communication, mais finalement il n'y a jamais eu autant d'isolement finalement. Ah oui, non, mais la communication, il n'y en a plus. Le mot communication ne veut plus rien dire aujourd'hui. C'est pas en pianotant sur un clavier qu'on partage ses sentiments, qu'on partage ses bons moments ou ses moments plus difficiles. Et le partage, ça sert aussi à ça. Ça sert aussi à soulager ces moments difficiles et à partager, à communiquer sa joie. Et la joie, le bien-être, le rêve ne se communiquent pas par l'intermédiaire d'un écran. Voilà, c'est pour ça que la lecture est importante. Pourquoi avoir... excuse-moi. Est-ce que vous prévoyez d'écrire d'autres ouvrages dans le même esprit que ces contes ? Peut-être de la poésie, je ne sais pas, quelque chose... Oui, je ne sais pas. Encore, j'ai déjà des idées, j'ai préparé, mais je me suis donné pour objectif de ressortir un ouvrage l'année prochaine. En fait, je fonctionne beaucoup comme ça. Je me lance des défis, ça a toujours été comme ça, et je me donne une date, je me dis, voilà, il faut que j'arrive à faire ça à peu près à telle date. Donc ça, c'est jamais très précis, c'est pas au jour près, mais et puis après, je me mets au boulot, je me renseigne, je travaille, et puis petit à petit, les choses se mettent en place. Voilà. Donc là, je me suis donné un nouveau défi, c'est de sortir un nouvel ouvrage pour l'année prochaine. Alors je ne sais pas encore si ce sera surtout dans la même fibre que mon premier ouvrage, mais je ne sais pas si ça se modulera de la même manière. Je ne sais pas si ce sera un petit roman, si ce sera quelque chose d'un peu plus historique ou plus poétique, je ne sais pas encore. Voilà, je fonctionne comme ça, à l'instinct. Donc je me laisse guider. Il y a peut-être des auditeurs là, qui, en écoutant cette émission, seraient intéressés par les Amis du Pompaya. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ce sujet, s'ils veulent venir à une des sorties ? On parlait de clavier tout à l'heure. Évidemment, c'est quand même la meilleure façon de pouvoir intégrer le groupe. Mais il suffit qu'ils viennent me voir, qu'ils viennent vous voir, qu'ils viennent... voir Richard Luel, qui est le créateur de ce petit groupe. Que nous avons reçu il y a quelques mois ici, voilà. Pour son livre « Souterrain au trésor ». Voilà. Et enfin bon, il faut savoir qu'on reste quand même assez limité. Ce qu'on veut, c'est garder l'état d'esprit. Et c'est vrai, quand on fait une sortie à 10 ou 20 personnes, c'est quand même beaucoup plus intéressant que si on est 80. Donc... voilà, il y a une sélection, mais la sélection, elle se fait toute seule, quoi. Mais bon, les gens peuvent toujours venir voir à une sortie, et puis ils donnent suite ou pas, quoi, comme ils veulent, quoi. Mais c'est vrai qu'on reste très libre de ce côté-là.
Est-ce qu'on va pouvoir vous trouver dans les prochains mois en dédicace ou sur des salons dans la région ? Je fais confiance à mon éditeur, hein. Bon, ça, oui, pas de problème. Bon, c'est pas vraiment mon truc, hein. Je suis quelqu'un qui... Vous êtes un homme de l'ombre, un petit peu. Ouais, je suis parfois un peu ours, mais je suis un très bon communicateur, mais j'ai une façon de vivre. J'aime bien ma tranquillité, je suis pas toujours facile d'accès. D'ailleurs, les gens qui ont du mal à me connaître, hein, il faut un certain temps pour percer un peu tout le personnage, quoi. Vous allez quand même faire des dédicaces, je crois, au salon de la Durbolière, d'ailleurs. Oui, évidemment, puis ailleurs aussi, hein. Pas de souci. Très bien. Donc ce sera l'occasion pour nos auditeurs de vous y retrouver, donc au salon de la Durbolière, les samedis 21 et dimanche 22 septembre. Donc ça arrive très bientôt. Un très grand merci, Marc Debord, d'être venu nous présenter donc votre livre Histoire de loup et autres contes qui vient de paraître aux éditions Le Lys et le Lin. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle donc à nos auditeurs qu'ils pourront retrouver Marc Debord au Salon du Livre du Château de la Durbolière samedi 21 et dimanche 22 septembre pour les Journées du Patrimoine. Vous pouvez, amis auditeurs, tenter de gagner un exemplaire de l'ouvrage spécialement dédicacé par son auteur Marc Debord en répondant à la question suivante: de quelle ville Marc est-il originaire ? Donc la question suivante: de quelle ville Marc est-il originaire ?